Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. C'est la recherche des 300 signatures, puisque nous savons que notre parti, qui allait aux élections en 2020, n'a pas d'élus. Et donc, on n'a pas d'argent pour aller soudoyer un autre parti qui a des élus pour acheter l'investiture. Est-ce qu'il a été établi que pour le cas du Cameroun, pour avoir l'aval d'un parti politique, il faut absolument, pour prendre ton expression, soudoyer ce parti politique-là? Ses invités ce dimanche. Il nous a également retrouvés sur ce plateau. Lui, c'est Valère Bessala. Valère Bessala, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et même de téléauditeurs. Bonjour à votre merveilleuse équipe technique ici en studio avec nous et au-delà de la vitrine. Bonjour à mes co-panélistes que j'ai le plaisir de retrouver. Et surtout, très ravi d'être parmi vous chaque fois que je reçois l'invitation de votre auguste média. Vous êtes candidat déclaré à la présidentielle 2025 au Cameroun. Je rappelle que vous êtes le leader de la formation Jouvence. Alors, comment se porte pour l'instant votre annonce de candidature? Nous suivons un calendrier qui n'est pas le mien, qui est celui du parti et de la jeunesse qui nous suit. Et l'étape que nous avons franchie était celle de la déclaration de candidature. Une fois que cela a été fait, il est question pour nous de préparer les voies et moyens pour que le peuple et surtout la jeunesse elle-même soutienne ce candidat, cette candidature que nous avons déjà déclarée. Comme je l'ai dit lors de la déclaration de candidature, je fais ma part, j'ai fait ma part jusqu'ici et je continue de faire ma part. Le peuple a demandé à la jeunesse un programme, nous lui avons donné un programme. On a demandé à la jeunesse un projet politique, nous l'avons fait. Nous avons combattu pendant près de 7 ans maintenant pour que la jeunesse soit considérée comme un programme dans ce pays. Et je crois que cela est en débat et ça montre qu'effectivement nous avons atteint nos objectifs, même si c'est encore partiel puisqu'il y a encore des réticences. Donc nous avons rempli déjà une bonne partie de notre calendrier et nous sommes dans la 4e étape, la candidature. Et maintenant, nous nous préparons pour le fundraising, c'est-à-dire la collecte des fonds, pour cette étape de constitution du dossier, parce que nous avons choisi l'approche qui nous paraît la plus facile, la plus sécurisée, peut-être la plus dangereuse dans le code électoral, qui est celle de la recherche des 300 signatures, puisque nous savons que notre parti, qui allait aux élections en 2020, n'a pas d'élus, et donc on n'a pas d'argent pour aller soudoyer un autre parti qui a des élus pour acheter l'investiture. Est-ce qu'il est établi que pour le cas du Cameroun, pour avoir l'aval d'un parti politique, il faut absolument, pour prendre ton expression, soudoyer ce parti politique-là? Donc au-delà de ces moyens que nous n'avons pas pour le faire, il y a aussi que le risque de prendre un parti pour aller à... Je vous ai posé une question, Valère Bessala. Vous n'avez pas répondu à la question. Je n'ai pas parlé d'un parti, donc je n'ai pas besoin de rester sur l'élément. Vous avez dit que vous n'avez pas d'argent pour aller soudoyer un parti politique pour avoir l'investiture. Et moi, je vous pose donc la question de savoir s'il a été établi pour le cas du Cameroun que pour avoir l'investiture d'un parti politique, il faut acheter ce parti politique. Voilà la question. Comme nous n'avons pas de moyens à dépenser dans ce sens-là, et que cette voie est très insécurisée, puisqu'il peut arriver que nous ayons une investiture d'un parti, et qu'on se retrouve dans une difficulté où l'investiture est même contestée encore peut-être au moment de la validation. Alors nous avons choisi la voie des 300 signatures. Cette voie des 300 signatures nous fait voir, nous, du moins selon les évaluations, on a 47 millions de francs à mobiliser pour cela, pour avoir les 300 signatures, soit 30 par région. Et puis nous avons pensé qu'il faut y ajouter la caution de 30 millions. Donc on est à 77 millions de francs. Donc dans la semaine qui suit,
47 millions pour avoir les 300 signatures? Oui, 37 millions pour avoir les 300 signatures. Ça se passe comment? Parce qu'il faudra parcourir le pays pour avoir les 300 signatures. Et il faut 47 millions. Il faudra par exemple... Quand vous contactez par exemple quelqu'un à Douala, ben, c'est le transport, non? Par bus ou par voiture? Je suis désolé, mais nous sommes en Afrique. Monsieur Aïssi, nous sommes en Afrique. Si les gens ont bataillé pour avoir par exemple des élus ou pour être élus dans les mairies, la logique veut que même quand vous allez chez quelqu'un lui rendre visite, que vous lui apportez peut-être une bouteille de vin rouge ou un verre de vin. Donc chez vous, ce n'est donc pas l'idéologie qui compte? Non, c'est pas question d'idéologie. Nous sommes dans une mentalité africaine, la bienséance. Ce n'est pas une corruption. Donc vous allez aussi acheter quelques boîtes de sardines, le maquereau, le vin? Non, il ne s'agit pas de là. Moi, je ne fais pas dans ce genre de choses. Je crois que vous m'avez déjà parfaitement compris. Je ne sais pas si vous cherchez du buzz, mais je vous dis... Je suis pas un journal du buzz. Nous sommes à 47 millions de francs, plus 30 millions de francs de caution, parce que nous estimons que c'est une approche responsable. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas demander au peuple, après la déclaration de candidature, de collecter des fonds jusqu'à octobre, alors que nous ne sommes même pas sûrs de passer l'écueil de la validation des candidatures. Donc nous avons séquencé notre approche par étapes. Donc cette première étape nous demandera 77 millions, et dans la semaine, nous allons lancer ce fundraising, cet appel à contribution-là, pour que les jeunes, particulièrement le peuple en général, et les parents aussi, nous viennent en aide dans ce sens-là pour que la candidature jeune soit soutenue. Je vous aurais posé une autre préoccupation, hein, mais je vous aurais un peu énervé. Nous devons quand même souligner que M. Kamto vient de placer un grand coup politique. Vous avez dit un grand coup politique. J'ai une loi de ma vie qui est tout à fait simple. Si je ne peux pas dire du bien de vous, autant me taire. C'est une loi dans ma vie. Si je ne peux pas vous aider à atteindre vos objectifs, quelle que soit la nature, autant ne pas vous empêcher de les atteindre. C'est une loi dans ma vie. Et cette loi, je l'ai amenée dans toutes mes activités. Dans ma profession, dans ma petite carrière, et je les ai amenées, ces lois, dans l'opposition. Dans l'opposition. Je l'ai amenée dans l'opposition. Vous connaissez déjà mon principe. Je ne parle pas des autres partis politiques. Mais aujourd'hui, vous avez posé le MRC. Si j'ai quelque chose de positif à dire sur eux, alors je vais la dire. Je crois qu'il est important de connaître là où nous sommes, de savoir où nous allons et quel est notre objectif. L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés. Dans l'opposition, la première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes d'un parti politique, selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays, compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi, je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Vous voyez? Vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure et d'autres parlent d'autres choses, de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil, la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont suffisamment de moyens pour le faire et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique.
Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le strict nécessaire que nous avons, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. C'est-à-dire cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Il a pris certains éléments de fond. C'est sur cela il disait que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors, vous êtes dans la diaspora, et le professeur Bayebek l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient se faire opérer. Et je me souviens, sur un autre plateau, il avait dit, il y a des gens qui l'appellent de l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, voilà à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez nucléaire, quand vous allez donc mobiliser, lui il a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000. Non. J'ai pris un exemple. Oui, vous avez pris un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve que le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10. C'est-à-dire que chaque membre de la diaspora peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto, il est au moins certain, théoriquement, d'avoir déjà au moins 500 électeurs au pays. 500 000. 500 000, pardon. 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds. 4 mois. Pour vous, vous voyez des badauds. Moi, je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord peut-être sur certaines méthodes qui sont un peu extrémistes, vous voyez. Mais je reste sur cet élément de fond. Très bien. Pour dire que ce parti travaille pour nous tous. Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, monsieur Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous. Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous pouvez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Valère, de manière générale, avez-vous l'impression qu'en moins de 2 mois de la convention du corps électoral, lorsque vous regardez l'opposition de manière générale, on peut dire que vous êtes déjà prête? Tout dépend de ce que vous entendez. Vous mettez dans le terme prêt et dans le terme opposition. Enfin, les préparatifs, ce qui est déjà au point, les préparatifs. Ma petite expérience m'a appris qu'on n'est jamais prêt. Il y a toujours quelque chose à réviser, même au dernier moment. Mais je crois que la notion essentielle dans votre question, c'est la notion d'opposition. Parce qu'il faut bien qu'on s'entende. L'opposition a déjà plusieurs variables. C'est plus vraiment comme dans les années 90, où il y avait comme un certain monolithe, on va dire ça comme cela, désigné, qui était cristallisé par les partis d'opposition, aidés par des mouvements de la société civile et autres. L'opposition, avec ce que le régime de 43 ans d'inertie nous a appris et nous a admonesté comme traitement et comme désillusion et déception, nous a amené à voir que l'opposition a changé. On a déjà pratiquement, je dis ça comme ça de manière ramassée et grossie, pratiquement 3 oppositions. 3 oppositions. On a l'opposition classique des partis politiques, qui sont reconnus par la Constitution comme des animateurs de la vie politique pour la conquête du pouvoir et ainsi de suite. Et on a le peuple de l'opposition. On a le peuple de l'opposition qui est justement, on avait déjà commencé à
Dans tous ces groupes-là, c'est une forte cacophonie. Nous avons des candidatures qui sont déclarées. Nous prenons celle de Maurice Kamto, candidature déclarée, mais apparemment candidature à polémique. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes encore à la recherche de 300 signatures. Nous sommes là à quelques mois de la convocation du corps électoral. Alors, ce sont toutes ces questions et qui m'amènent à poser la question ce matin, si vous êtes prêts. Alors, pour poursuivre, après cette introduction que je viens de faire, c'était pour vous montrer que l'opposition est dans un tout, dans lequel il faut distinguer l'opposition. Voilà, vous avez une manière qui n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire que quand je vous pose une question, vous êtes focus ce que vous voulez dire. Mon rôle ici, c'est de poser les questions. Je veux marcher en 500. Voilà. Et modestement, vous avez l'obligation d'y répondre. Parce que ce que vous faites là n'est pas bon. Voilà. Bon, si vous n'avez pas perçu de réponse à la question que vous avez posée, moi j'ai déjà répondu à votre question. D'accord. Vous savez, quand nous travaillons sur la réflexion des mots, de la sémantique, on part de la définition de l'opposition. C'est ce que je venais de faire. C'est-à-dire les trois types d'opposition. Il n'y a plus une opposition, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a plus une opposition monolithique, qui est celle cristallisée par les partis politiques. Il y a déjà d'autres types d'opposition. C'est ça que j'ai commencé par vous dire. Alors, si vous voulez absolument des réponses particulières, vous me dites, je vous donnerai des réponses. Alors, je vais sortir en disant que être donc prêt, qui est donc prêt? Dans l'opposition classique où je me trouve, je ne crois pas encore que nous sommes tout à fait prêts, puisqu'on n'est jamais prêt. Il y en a qui s'apprêtent, il y a des congrès encore qui se passent à gauche et à droite, il y a des alliances qui sont sursurées. L'opposition du peuple, elle ne peut pas être prête parce que le peuple n'est pas encore totalement réveillé. Mais l'opposition dans le gouvernement, je crois qu'elle est déjà davantage prête, avec peut-être l'affaire Léon Teller que l'on voit, parce qu'elle aussi, elle est en train déjà de suivre son cours. Je pourrais revenir dessus plus tard. Les mots qui frappent, les mots qui choquent. Le porteur. Oui, mais pour moi, je reste dans l'âge, parce que vous avez mis l'âge, oui. Ce que moi je vois, c'est la mort. Oh là là. Quand vous dites âge, je vois la mort. Pourquoi? Parce que actuellement, je vais galvauder le sujet parce qu'on a passé le temps. Le président, il a 92 ans. Oui. Et le reste suit. Il y a même un parmi ses collaborateurs qui a même un an de plus que lui. Vous voulez parler du DGSN? Très bien. Alors, vous voyez que l'avantage qu'on a à vieillir de manière excessive à un poste de responsabilité aussi important est un danger pour la population et pour le peuple qu'on est censé diriger. Je vous explique. Est-ce que le président de la République, moi je reste sur lui, le reste ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Aucune idée. Non, je me pose une question rhétorique. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Non. Est-ce que le peuple même, qui est censé lui donner l'élection depuis 7 fois déjà, trouve un avantage à ce qu'il, lui là, il meurt au pouvoir? Non. Je peux m'expliquer rapidement. Si nous prenons le président de la République, il a un héritage à protéger. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec le président Ahidjo depuis 1962. Il endosse le bilan du président Ahidjo. Comme secrétaire général du président de la République, on citait les affaires Wandier, les Yedna Leba et tout ça dans le maquis et tout ça. Il endosse le président de la République comme premier ministre de 1975 à 82. Et je crois même que c'est le fait de la proximité et du fait qu'il a accompagné le président Ahidjo, qui a même conquis et convaincu le président Ahidjo à lui laisser le pouvoir, à accepter que ce soit lui qui prenne le pouvoir avec lui, parce qu'il était sûr que Biya était le meilleur atout pour non seulement protéger son héritage, mais pour faire poursuivre le pays sur la voie que lui il avait tracée. Alors, lui il a donc pris ce pouvoir. Pourquoi faudrait-il penser que lui il devrait mourir au pouvoir pour que son héritage soit galvaudé, si tant est l'opposition? Oui. C'est-à-dire que les partis sont saucissonnés. L'UPC en subit déjà beaucoup depuis 2018-2020. 36 morceaux. Nous avons le PCRN aussi. Le PCRN, avec la branche de quelqu'un qui vient de Kaélé et la branche de l'honorable Cabral Libi. Vous avez Kona qui vient de Kaélé. Et donc, nous avons aussi quand même cette autre partie. C'est-à-dire, comme si on parle du MRC, je ne suis pas un adepte de cette affaire du mandat impératif où on doit porter les élus à mener quelque part. Mais il y a quand même au fond que il y a déjà été un parti a été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé
de manière claire comme étant un parti tribal. Parce qu'en fait, les gens qui sont au pouvoir gagnent à ce qu'il y a des stigmatisations à défaut de fragmentation des partis pour éliminer les candidats sur la scène publique. Mais vous êtes parti très rapidement. Ce sont des choses qui peuvent intéresser les Camerounais. Vous dites que vous n'êtes pas partant pour une affaire où on doit prendre des partis ailleurs, des élus ailleurs, dans un autre parti, politique. Et amener dans un autre parti pour être présenté candidat, c'est ça? C'est pas cela le sujet. C'est juste un passage. Vous voyez donc... C'est important. Valère. Vous voyez donc que c'est un grand débat. C'est pas ça le sujet. Je me suis déjà prononcé dessus. Moi, je reviens pas dessus. Si vous lisez, donc à ce niveau, M. Kamto fait route, c'est ça. Ce que je veux dire, vous refusez ce que je veux dire, c'est que le président Paul Biya ne gagne pas à mourir au pouvoir. Mais les aménagements donc qui sont faits à travers l'UPC, à travers le saucissonnement du PCRN et les autres, montrent qu'effectivement, il veut baliser la scène de l'opposition afin peut-être, s'il veut se représenter, d'aller à l'élection avec une adversité qui est faible ou molle. Donc je voudrais que l'on comprenne que l'âge est un problème aujourd'hui au Cameroun. Parce que quand on dirige un pays, il n'est pas important pour un pays d'avoir un président qui décède au pouvoir. Il est bon que les règles démocratiques à un certain moment soient mises en jeu et que le président de la République, à travers l'éthique dont parlait le grand frère Limbi Lobe tout à l'heure, la moralité même de chacun, c'est-à-dire l'hygiène spirituelle et intellectuelle de chacun, que le président de la République en âme et conscience comprenne que le mandat 2018 en était un de trop. Et qu'en 2025, pour l'amour du Cameroun et pour rendre quand même à Idjo qu'il lui a aussi rendu à sa façon, qu'il puisse rendre au peuple l'ascenseur en s'éclipsant et en laissant quelqu'un d'autre continuer avec la barque Cameroun. Parce que nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. Oui, j'ai fini. Nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. On a perdu 14 ans depuis 2011. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il va donc partir en mourant au pouvoir et en nous laissant l'émergence 2035 comme une simple illusion? Merci. Au professeur Jean Baebek, qui est de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, candidat également déclaré pour la prochaine élection. Non, merci. Merci à Limbi Lobé. Lui n'est candidat pour l'instant à rien. Je voudrais te dire que je ne serai pas là pendant à peu près 15 jours. Vous allez voyager? Vous avez aussi un meeting à Paris? Je vais visiter les peuples du littoral qui vont s'organiser le 7 et le 8 à Caen. Et je profiterai pour leur faire le bilan de la situation politique dans le pays. Et leur expliquer pourquoi j'ai choisi de soutenir que le pouvoir aille aussi chez les anglophones. Et chez les anglophones, j'ai choisi de soutenir de toutes mes forces Akeremouna. N'oublie pas également de leur parler de libre expression au peuple Sawa. Il paraît qu'ils t'ont même déjà gardé quelque chose. Ah, peut-être une couronne aussi. Hein. Merci. Merci au consultant Avec Pierre les roues. Merci au consultant Pierre Blériot.